Aujourd'hui, on va s'intéresser à une femme qui a osé corriger Isaac Newton. Oui, oui, Newton en personne. On va parler d'Émilie du Châtelet, une figure absolument monumentale du siècle des Lumières, dont l'esprit a brillé au moins aussi fort que les étoiles qu'elle passait son temps à étudier. Voilà la question qui résume tout. Parce que son ambition, ce n'était pas juste de comprendre le plus grand scientifique de son époque. Non, c'était de le commenter, de l'enrichir et même de le défier. Son amant, le célèbre Voltaire, lui avait trouvé un surnom qui est juste parfait, Madame Pompon Newton. C'est génial, non? D'un côté, Madame Pompon, l'aristocrate qui aime les belles choses, les fêtes, et de l'autre, Madame Newton, l'intellectuelle plongée corps et âme dans les lois de l'univers. Toute sa vie est dans ce surnom. Alors, pour comprendre comment une telle femme a pu exister à cette époque, il faut revenir un peu en arrière, à son enfance, une enfance complètement hors norme. Il faut se remettre dans le contexte. Pour la plupart des filles de l'aristocratie, le chemin était tout tracé, le couvent ou un mariage arrangé. Mais son père, lui, a fait un pari fou. Il a vu son génie. Et il lui a offert une éducation normalement réservée aux garçons, en lui donnant tous les outils pour qu'elle puisse construire sa propre pensée. Et c'est ça qui est fascinant. Elle excellait dans le monde des apparences, à la cour du roi. Mais en réalité, sa véritable passion, son moteur, c'était de déchiffrer le grand livre de l'univers. Les fêtes, c'était le décor. La science, c'était sa vie. Et cette passion va prendre une toute autre dimension grâce à sa relation avec Voltaire. Mais attention, on est bien loin de la simple histoire d'amour, c'est beaucoup plus que ça. Ensemble, ils ont transformé son château de Cirey en un véritable pôle de recherche. On ne parle pas d'un nid d'amour, mais d'un centre intellectuel bouillonnant, avec une bibliothèque de plus de 20 000 livres et un vrai laboratoire. C'était un peu le Silicon Valley des Lumières. Et il faut insister sur un point. Elle n'était pas du tout l'élève de Voltaire. C'était son égale. Elle échangeait, débattait d'égal à égal avec tout le gratin scientifique de l'Europe. C'était une interlocutrice respectée et reconnue par les plus grands. Parce que voilà, le point essentiel, c'est qu'elle ne se contentait pas d'étudier la science. Elle en produisait, elle y contribuait activement. Son premier grand coup d'éclat, c'est un acte de pure indépendance intellectuelle. L'Académie des sciences organise un concours sur la nature du feu. Voltaire participe. Sauf qu'Émilie n'est pas du tout d'accord avec sa théorie. Alors qu'est-ce qu'elle fait? En douce, elle écrit sa propre dissertation et l'envoie anonymement. Bon, elle ne gagne pas, mais l'Académie est tellement impressionnée qu'elle décide quand même de la publier. Du jamais vu pour une femme à l'époque. Son projet suivant est peut-être encore plus révélateur. Elle se lance dans la rédaction d'un manuel de physique pour son fils. Et en fait, en cherchant à rendre claires les théories les plus complexes pour un adolescent, c'est elle qui va atteindre un niveau de compréhension et de synthèse absolument exceptionnel. Et au cœur de ces réflexions, il y a un concept qui déchaînait les passions à l'époque, la force vive. C'est, pour faire simple, l'ancêtre de ce que l'on appelle aujourd'hui l'énergie cinétique. À l'époque, les plus grands esprits s'écharpaient là-dessus. D'un côté, il y avait le clan Newton, qui disait que l'énergie d'un objet était proportionnelle à sa vitesse, et de l'autre, le clan Leibniz, qui affirmait qu'elle était proportionnelle au carré de la vitesse. Ça peut paraître un détail, mais c'était une question fondamentale de la physique. Et c'est là qu'elle va jouer un rôle décisif. En menant ses propres expériences, elle va apporter des preuves expérimentales qui vont aider à trancher le débat en faveur de Leibniz. Elle a contribué à régler l'une des plus grandes controverses scientifiques de son siècle. Rien que ça. Mais son plus grand accomplissement, son magnum opus, le projet d'une vie, elle le commence en 1745. Son but? Traduire les Principia Mathematica de Newton. C'était tout simplement le livre de physique le plus important jamais écrit. Le problème, c'est qu'il était en latin et incroyablement complexe. Son objectif était de le rendre enfin accessible aux scientifiques français. Mais attention, il ne faut surtout pas imaginer une simple traduction mot à mot. C'était un travail titanesque. Non seulement elle a traduit, mais elle a aussi refait tous les calculs, ajouté un immense commentaire pour tout expliquer. Et, le plus fou, elle a même corrigé Newton sur certains points. Elle a, en quelque sorte, amélioré l'œuvre du maître. C'est Voltaire lui-même qui en parle le mieux dans sa préface. Il insiste sur sa rigueur absolue. Elle a tout fait elle-même sous la supervision du plus grand mathématicien français de l'époque. La précision était obsessionnelle. Et l'histoire derrière ce livre est absolument bouleversante. C'était une vraie course contre la montre. Tombée enceinte sur le tard, elle sent qu'elle n'a plus beaucoup de temps. Alors elle va travailler sans relâche, jour et nuit, pour finir son manuscrit. Et elle y arrive, quelques jours seulement avant de mourir. C'est d'une force incroyable. Et le résultat?
Eh bien, 266 ans plus tard, sa traduction est toujours la traduction de référence des Principia en français. Ça situe le niveau de son travail. C'est un monument qui tient encore debout, plus de 2 siècles et demi après. Voilà qui a été Émilie du Châtelet. Bien plus qu'une muse ou une femme du monde. Une scientifique pionnière, une philosophe qui a éclairé son siècle par la seule puissance de son intelligence. Et son histoire, forcément, nous laisse avec cette question en tête. Une question qui reste terriblement d'actualité et qui donne un peu le vertige quand on y pense.